mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui, on est le lundi 20 février 2023. Il est 10h30 et nous sommes ensemble pour une heure de direct. Alors, c'est à l'aide de ses sens que l'enfant découvre le monde et réalise des apprentissages fondamentaux qui lui permettront de se développer. 80% de ces apprentissages sont obtenus par l'intermédiaire des yeux, d'où l'importance d'une bonne acuité visuelle chez les tout-petits. Donc, vous l'avez compris, nous allons parler du sens de la vue aujourd'hui chez les tout-petits. Donc le thème est le suivant, vision de l'enfant, un contrôle constant pour prévenir à temps. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler, à composer le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors il est bien rare qu'un jeune enfant se plaigne de ne pas voir distinctement et c'est souvent au moment de l'apprentissage de la lecture que l'on dépiste chez lui un trouble de la vision. Donc comment savoir si son bébé voit clairement, voit bien, on en parle aujourd'hui avec nos invités. Alors j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le Dr Abdelkader Messadi, vous êtes ophtalmologiste, bonjour. Bonjour madame, merci pour votre invitation et je profite pour saluer les téléspectateurs de Canal Algérie. Merci pour l'avoir accepté tout simplement. Avec plaisir. Le plaisir est partagé. Pour sa rubrique Wisher, Wahida Salem Sherif. Bonjour Wahida. Bonjour Monia, comment tu vas? Très bien, merci et toi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, très bien. Et bien sûr, nous attendons aussi une deuxième invitée qui est en route, c'est Madame Nesrine Khalfi qui est psychologue, elle arrivera dans un petit moment. Alors, docteur Messadi, peut-on expliquer d'abord comment la vision du bébé évolue de la naissance jusqu'à la petite enfance? Très bonne question. Effectivement, beaucoup de personnes, beaucoup de mamans, beaucoup de médecins parfois se trompent en considérant d'emblée à l'examen initial de l'enfant comme ayant un trouble de la vision et de se précipiter vers la prescription de lunettes, ce qui n'est pas tout à fait raisonnable. En effet, l'enfant naît habituellement avec une hypermétropie, c'est-à-dire que l'enfant naît avec un œil qui est court. Il est court de, l'unité de mesure de la vision, ce sont des dioptries. Donc, il naît avec un œil qui est court de 3,5 dioptries et cela est considéré comme tout à fait normal. Au fur et à mesure de la croissance, l'œil s'allonge, il grandit comme le reste du corps. Ce qui veut dire que cette hypermétropie va évoluer de façon progressive pour disparaître vers l'âge de 7 ans. Vous allez me dire, mais dans ce cas-là, comment peut-on faire la différence entre un enfant qui voit ou un enfant qui ne voit pas avec des chiffres comme cela? Oui. Eh bien, ce sont les symptômes qui vont nous conditionner et qui vont nous orienter vers la prescription ou non de lunettes, puisque c'est de cela qu'il s'agit chez cet enfant-là. Un enfant doit être symptomatique pour pouvoir aller vers la prescription. Et pour cela, et là, je m'adresse aux mamans. Justement, pardon? Il faut observer les yeux de bébé dès la naissance. Et là, je m'adresse aux mamans pour leur dire d'observer leurs enfants. D'abord, il y a la notion d'hérédité. Une maman qui a déjà des enfants qui sont myopes, porteurs de lunettes, doit être très attentive à l'observation de son deuxième enfant, de son troisième enfant, parce qu'il y a 30% d'hérédité dans les troubles réfractifs, dans les troubles de la vision. Un enfant, si une maman a un enfant qui louche, il faut qu'elle s'attende à ce que les autres risquent de loucher, parce qu'il y a également dans le strabisme 30% d'hérédité. Justement, parce que les enfants à la naissance voient un petit peu dans tous les sens, on a même l'impression qu'ils louchent. Excellent, excellent. Effectivement, un enfant avant l'âge de 9 mois n'a pas ce que nous appelons le contexte de la vision binoculaire, c'est-à-dire que les deux yeux ne travaillent pas et ne sont pas synergiques. Parce que dans la vision, il faut savoir que, d'ailleurs, on se pose toujours la question, nous avons deux yeux, chaque œil perçoit une image et la transmet au cerveau, et paradoxalement, nous voyons une seule chose. On ne voit pas double. On ne voit pas double, c'est bizarre quand même, c'est une question à se poser. Oui, c'est une question à se poser. Eh bien, tout simplement parce qu'au niveau de nos deux appareils photo, parce que je donne toujours cette image-là, l'œil est un appareil photo qui prend des photos. Chaque point de la rétine, parce que c'est de la rétine qu'il s'agit, d'un œil, a son correspondant au niveau de la rétine de l'autre œil. C'est ce qu'on appelle donc la correspondance rétinienne. Et donc, chaque œil transmet une image au cerveau, et au niveau du cerveau, il y a une superposition de ces deux images pour en faire une à une condition.
La condition, c'est que les deux images doivent être de même qualité, de même dimension et de même netteté. Si jamais les deux images ne sont pas pareilles, à ce moment-là, il se produit un problème et on voit double. Alors, après, double. j'expliquerai comment l'enfant évite de voir double, parce qu'on assiste à une double image. Donc voilà un petit peu, globalement, on a la correspondance rétinienne normale, la transmission vers le cerveau, la superposition des deux images. Après, la maman, que doit-elle faire? D'abord, elle regarde son enfant. Un enfant qui se rapproche trop, et là, c'est pas très bon du tout, hein, qui se rapproche trop de l'écran de télévision ou des choses, est susceptible. Cela est un signe indirect de mauvaise vision, et en particulier la myopie. Si vous donnez du coloriage à votre enfant, par exemple, ou votre enfant commence à dessiner et que vous observez qu'il écrit grand, oui, c'est un signe indirect d'un œil court, de ce que nous appelons l'hypermétropie. Une écriture trop grande, c'est parce que l'enfant n'arrive pas à bien voir de près. Donc il grossit les caractères pour mieux les voir. Un enfant qui va confondre certaines lettres, oui, si on parle de la langue française, il confondra un H par rapport à un N, un E par rapport à un F, ou alors dans les langues arabes, il comprendra un bain par rapport à un ta ou un ta par rapport à un fin. Ça, c'est un problème de vision du détail, ce que nous appelons l'astigmatisme. Oui. L'astigmatisme, ça correspond à une différence de courbure de la cornée, c'est-à-dire de la surface avant de l'œil, du hublot transparent que nous avons en avant de l'œil, et qui, au lieu d'être un segment de sphère, où tous les rayons sont identiques, eh bien dans ce cas-là, il y a un axe qui est plus long que l'autre. Et c'est ça qui fait que nous avons cette petite confusion dans la netteté des lettres. Et ça, c'est quelque chose qui donne beaucoup de symptômes, hein, contrairement à la myopie ou à l'hypermétropie. L'astigmatisme est plus pourvoyeur de symptômes parce que l'enfant va essayer de mettre au point, de zoomer, de s'adapter à cet axe qui est défaillant, mais les autres axes vont s'éloigner. Donc il est dans un dilemme, ça fluctue, c'est une vision fluctuante, et dans ce cas-là, l'enfant est toujours mal à l'aise, et il y a beaucoup de symptômes pour cela dont je parlerai. Il plisse les yeux quand il regarde et ce genre de choses? Eh bien, d'abord, il va avoir des yeux qui vont picoter, qui vont rougir, qui vont larmoyer, une sensation de lourdeur des yeux, une fatigabilité, une sorte de dégoût. Il va avoir de la lassitude à faire ses devoirs, sans pouvoir réellement l'expliquer. Il ne va pas comprendre pourquoi il n'a pas envie. Bien évidemment, parce qu'un enfant, et ça c'est fondamental, un enfant qui ne voit pas ne saura jamais l'exprimer. Oui. Parce que pour lui, la vision qu'il a, c'est la vision de tout le monde. Oui. Tout le monde voit de cette façon-là. Alors pour pouvoir détecter qu'il ne voit pas, il va falloir le soumettre à un test. Justement, est-ce qu'il y a des examens précis? Par exemple, on a les rendez-vous chez le pédiatre qui sont clairs, où on doit aller chez le pédiatre pour les 1 mois, 2 mois et ainsi de suite. Et est-ce qu'on doit consulter un ophtalmologiste dès la naissance ou à partir de quel âge? Il y a des âges clés? La consultation de l'ophtalmologiste, en réalité, c'est comme je l'ai dit en préambule, c'est suite à l'observation et à l'évaluation et à la détection de quelque chose qui n'est pas habituel. Pour une maman qui a des enfants, il y a toujours cet aspect de comparaison par rapport aux autres. Oui. Ou alors, si ce n'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport aux petits cousins, par rapport aux neveux. Donc, il y a aussi l'instinct maternel aussi qui et voilà, donc mon enfant, voilà, il y a des gens qui vont vous ramener, des mamans qui vont ramener leur enfant pour dire, docteur, voilà, j'ai l'impression, ou alors ma voisine m'a dit que voilà, l'œil de votre enfant, il n'est pas droit, il est en déviation. Et là, j'ouvre une toute petite parenthèse pour parler de ce qui va rassurer les mamans. Oui. Ce sont les fausses déviations, les faux strabismes. Oui. Parce qu'un enfant, nous l'avons dit en préambule, n'a pas de parallélisme avant l'âge de 9 mois. C'est à partir du 9e mois que se constitue la vision binoculaire et qu'on observe le vrai parallélisme des deux axes oculaires.
Donc avant, il ne faut pas trop s'inquiéter, sauf si l'œil est collé au nez. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas question, hein, il n'y a pas photo, il y a un strabisme. Bon, mais si c'est un œil qui dévie par intermittence, on n'est pas trop sûr, ouais, j'ai l'impression, ou alors quand il regarde de côté, il faut savoir que l'évaluation se fait les yeux droit devant, pas quand il regarde sur le côté, ni quand il regarde en haut ni en bas. On évalue les yeux droit devant. Il faut savoir qu'il y a certains enfants qui ont cette angulation de l'angle interne de l'œil qui est un peu arrondie. Hein, c'est ce qu'on appelle l'épicanthus. On a l'impression que l'œil il se cache, mais en réalité c'est parce que les deux paupières ne sont pas à angle aigu. Et donc, il y a une petite partie de l'œil qui se cache. Ça, c'est ce qu'on appelle des faux strabismes par épicanthus. On ne s'inquiète pas et il n'y a pas de problème. Il y a également le fait que la base du nez soit trop large. L'hypertélorisme, on appelle ça. Cet hypertélorisme est souvent associé à l'épicanthus et ça donne ce faux aspect de strabisme qui n'en est pas un. Donc c'est juste une impression. C'est une fausse impression de strabisme, mais là, nous sommes là pour redresser les choses et pour rassurer les mamans que ce n'est pas du strabisme, mais c'est simplement une configuration anatomique. Et quand l'enfant va grandir et que cet aspect d'hypertélorisme va disparaître pour que l'œil soit tiré, comme on dit, au couteau et qu'il retrouve sa finesse, on observe un équilibre du parallélisme des deux yeux et donc on se rend compte qu'il n'y a pas de strabisme. Et justement, le strabisme, c'est le thème du sujet du reportage que je vous invite à suivre. C'est un reportage de Yasmine Belhidja et c'est tout de suite. Dans le langage courant, on les appelle les yeux qui louchent. Chez les professionnels de la santé, c'est le strabisme. Il se caractérise par un défaut d'alignement et de coordination des yeux. L'axe de vision n'étant pas aligné, les personnes qui souffrent de strabisme pointent le regard dans des directions différentes, vers l'intérieur, l'extérieur, le bas ou le haut. Le strabisme, c'est un défaut, vous venez de le dire, c'est un défaut de convergence. Comme vous le dites, basiquement, c'est soit il tourne à droite, à gauche. Donc c'est dû au muscle, à un travail, beaucoup de gens disent que c'est une faiblesse musculaire, mais il faut savoir que c'est dû à une mauvaise réfraction. C'est-à-dire que l'enfant strabique, on commence à voir qu'il est strabique à partir d'un certain âge, assez jeune. Donc c'est une déviation de l'œil qui est due à une mauvaise vision de l'œil. C'est-à-dire que c'est un œil qui ne voit pas très bien et il commence à dévier. Une pathologie relativement fréquente, surtout chez les enfants. Le strabisme peut toucher une personne dès la naissance ou se manifester plus tard durant l'enfance. Strabisme convergent, divergent ou vertical. Il existe différentes formes de strabisme. De même, ses conséquences sont variables selon son apparition, dès la petite enfance, au cours du développement de la vision ou tardivement. Dès l'enfance, l'enfant à partir de 9 mois, on commence à constater un œil qui commence à dévier. Un peu avant déjà on peut le constater, mais c'est dû c'est-à-dire c'est un peu physiologique, l'œil n'est pas très stable, mais à partir d'un certain âge, c'est 9 mois, 1 an maximum, où l'œil, là on voit bien que l'œil est strabique. Il converge à droite, à gauche, en haut, en bas. Pour traiter le strabisme, plusieurs solutions sont proposées. Une correction optique, un traitement par cache, une rééducation pratiquée par un orthoptiste pourrait être prescrite pour le patient qui devrait apprendre à produire un effort pour y axer ses yeux dans un même sens. Dans certains cas plus complexes, la chirurgie pourrait faire partie du traitement. Chez l'enfant, c'est les lunettes. Et en deuxième position, la rééducation. Surtout si c'est un enfant qui est strabique très important, comme vous allez le voir chez notre jeune patiente Aya. Donc il faut vraiment faire une rééducation. La rééducation se fait une consultation chaque mois, voire chaque 3 mois en général. L'ophtalmologue corrige avec des lunettes. Donc plus l'enfant grandit, plus la réfraction change. D'accord ? En myopie ou en hypermétropie. Donc elle change au bout de 3 mois, voire 6 mois, voire 1 an. Tu regardes bien la lumière. Tu fixes ici, ma fille. Le patient vient, il est envoyé en orthopsie, il est envoyé par l'ophtalmologue. Donc il a déjà passé son examen ophtalmologique, donc il est déjà équipé de ses lunettes. Alors ce que j'ai fait sert à évaluer la déviation de l'œil, de quelle importance elle est,
Et après, on voit aussi si il y a un œil qui ne voit pas très bien par rapport à l'autre. D'accord ? Et donc, à ce moment-là, on fait la rééducation orthoptique. Il y a des strabismes convergents ou divergents, ça c'est le strabisme horizontal. Il y a des fois un strabisme vertical, il y a un œil plus élevé que l'autre. Et donc, on voit tout ça. Et puis, dans l'examen orthoptique, comporte aussi l'examen de la motilité oculaire. Le strabisme de l'adulte, c'est en général parce que soit il n'a pas été corrigé en étant enfant, soit il a développé un strabisme tardif, ce qui nous arrive fréquemment. S'il a développé un strabisme tardif, la vision n'est pas très menacée. On le dote de lunettes. Donc, une fois qu'il est doté de lunettes, il peut revoir. Parfois, on est obligé de passer à l'acte chirurgical. Parfois, le strabisme ne se corrige pas par les lunettes ou par l'orthopsie. Donc, on est obligé de passer par un acte chirurgical. On va agir sur les différents muscles. Le strabisme est une maladie qu'il faut vite aller consulter pour éliminer ce genre de maladie. Peu esthétique, mais pas rien que. Le strabisme peut surtout avoir des conséquences pour la vision une fois adulte. D'où l'importance d'une prise en charge précoce. Et Madame Nesserine Khalfi nous a rejoint. Bonjour. Vous êtes psychologue, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Alors aujourd'hui, on parle de la vue des enfants. Et souvent, on le sait très bien, malheureusement, les enfants sont un petit peu méchants entre eux et se taquinent entre eux et se moquent les uns des autres, malheureusement. Surtout quand il y a un enfant qui soit porte des lunettes, soit qui louche, comme on disait, comme on le voyait aussi dans le sujet, qui a un petit strabisme. Donc, ce n'est pas toujours évident pour les parents d'essayer de rassurer cet enfant, surtout quand il doit commencer à mettre des lunettes ou suivre un traitement pour le pansement, comme on l'a vu, ou le fait de mettre un pansement sur un œil et tout ça. Donc, ça froisse un petit peu l'estime de soi de l'enfant. En effet. N'est-ce pas ? Oui. En fait, ce qu'on peut parler sur les deux cas, d'accord ? Oui. On va parler d'abord, on dit souvent que les enfants sont cruels entre eux et tout, or que les enfants ne naissent pas cruels. Donc, vous voyez ? Donc, faire accepter à nos enfants la différence déjà. D'accord. Et justement, le docteur a déjà parlé sur le fait de comparer nos enfants. Vous voyez, donc, on a souvent tendance à dire « dirti machouk », voilà, ou quand ton cousin, ton voisin, ceci. Donc, la différence, on ne permet pas à l'enfant d'être comme il est. Voilà, d'être lui-même. On lui donne toujours un référent. Exactement. Et c'est ce qui cause en fait la non-acceptation à la différence. Parce que pour lui, il y a un modèle. Et on devrait tous être ce modèle-là. Rentrer dans le moule. Exactement, rentrer dans le moule. Donc, si on veut, en fait, on est tous et toutes concernés, d'accord ? Donc, éduquer nos enfants à accepter la différence, de nos enfants, à les accepter tels qu'ils sont, pour qu'ils peuvent eux-mêmes accepter les autres. Voilà, et accepter les autres enfants. Pour, si on veut parler de l'estime de soi et la confiance en soi, si vous me permettez, la confiance commence à la maison. L'estime commence à la maison. Vous voyez, donc la première éducatrice de la confiance en soi et de l'estime de soi, c'est la maman. D'accord ? Donc, aimer l'enfant tel qu'il est, donner les petites responsabilités à l'enfant. Tout ça, en fait, permet à l'enfant d'avoir une bonne estime pour pouvoir faire face à ce genre exactement, exactement. Très bien. Alors, comme on l'a vu dans le sujet, le strabisme, donc il faut s'y prendre le plus tôt possible pour essayer d'éviter des complications plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres troubles qui peuvent être associés ou d'autres pathologies qui peuvent être associées au strabisme ? Quand on a déjà un strabisme, est-ce qu'on peut avoir autre chose aussi ? Absolument. D'abord, on ne fait pas un strabisme sans qu'il y ait de conséquences ou sans qu'il y ait de cause. Le strabisme, d'abord, il faut savoir qu'il y a des facteurs de risque de strabisme. Les plus grands facteurs de risque, d'abord, c'est, je le disais en préambule, c'est l'hérédité, puisque le strabisme est héréditaire dans 30% des cas. On observe des strabismes beaucoup plus chez les prématurés. La prématurité est un facteur de risque de strabisme. Les troubles neurologiques, si vous pouvez trouver par exemple des enfants qui ont d'autres pathologies neurologiques associées au strabisme. Dans ce cas-là, le strabisme rentre dans un contexte neurologique, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que le strabisme, classiquement, il y a de cela 40 ans,
quand j'ai commencé à faire de l'ophtalmologie, on liait le strabisme juste à des problèmes de vue, de réfractif. Voilà. Il est myope, il est hypermétrope, il est astigmate, donc la cause du strabisme, c'est ça. Au jour d'aujourd'hui, les nouvelles données scientifiques, les nouvelles études assimilent le strabisme plutôt à un problème neurosensoriel. C'est beaucoup plus fin, c'est dans la transmission du message qui va de l'œil. Encore une fois, l'œil, ce n'est qu'un effecteur, mais la commande de la vision, elle est au niveau cérébral. Et cette transmission entre le récepteur et le décodeur, il se fait à travers un câble neurosensoriel. Il y a des fibres neurosensorielles, c'est un influx qu'on n'arrive pas. Aujourd'hui, on est encore au stade des études pour faire comprendre cela. Donc, il faut bien comprendre. Bon, donc les facteurs de risque, je parlais donc de l'hérédité, de la prématurité, des problèmes neurologiques associés, mais il y a également, et surtout, les problèmes de vision, les problèmes réfractifs, c'est-à-dire que un hypermétrope, un œil trop court, beaucoup plus court que la normale, va avoir des conséquences sur ce que nous appelons l'accommodation. C'est quoi l'accommodation? Ce sont une procédure adaptative de l'œil pour faire en sorte que les objets que nous voyons à n'importe quelle distance soient vus net. C'est important. Et l'accommodation, elle fait appel à une contracture de quelque chose que nous avons à l'intérieur de l'œil, ce qu'on appelle le corps ciliaire, qui va relâcher des fibres suspenseurs d'une lentille que nous avons, qui s'appelle le cristallin. Et c'est ce cristallin-là qui va se contracter ou se relâcher de façon élastique et qui va faire la mise au point quand on passe de la vision de loin à la vision de près. Et quand nous avons un problème d'accommodation, eh bien, cette accommodation insuffisante va faire appel à une contracture plus importante du muscle. Et malheureusement, cette contracture ou cette accommodation trop importante est couplée à ce que nous appelons la convergence. C'est le réflexe d'accommodation-convergence. Donc, quand on accommode trop, on converge trop, et voilà comment se déclenche le strabisme accommodatif. C'est parce que nous accommodons trop. Et par miracle, il suffit de soulager cette accommodation-là grâce à une petite paire de lunettes et vous voyez comme par enchantement un œil qui louche jusqu'au nez, vous lui faites porter la paire de lunettes, il redevient droit. C'est ce qu'on appelle le strabisme accommodatif pur. C'est la meilleure situation, bien évidemment. Oui. Il y a d'autres situations un peu moins gaies, mais j'ai préféré parler d'emblée d'une situation qui bénéficie miraculeusement d'une correction instantanée grâce à des lunettes. Voilà, donc un petit peu, il faut savoir que le strabisme, il touche 3 à 5% des enfants. Ce n'est pas négligeable. Vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié votre question. Je reviendrai à votre question pour les conséquences du strabisme. J'ai emmagasiné, mais il y a un petit préambule avant d'en arriver là. Donc, il faut savoir que le strabisme touche 3 à 4 à 5% des enfants, qu'il y a plusieurs types de strabisme. Il y a celui dont je viens de parler, c'est-à-dire que les actes des yeux sont déviés. Il y a un œil qui est droit et l'autre qui penche vers le nez. C'est ce qu'on appelle le strabisme convergent. Et c'est celui qu'on observe le plus fréquemment et qui représente 80% des cas de strabisme. Il y a à l'inverse le strabisme qui voit l'œil dévié vers la tempe. C'est ce qu'on appelle le strabisme divergent. Et dans ce cas-là, il est souvent lié à la myopie. Le strabisme convergent est lié à un œil trop court. Le strabisme divergent est lié à un œil trop long. Il y a des cas de strabisme par élévation. C'est ce qu'on appelle le strabisme vertical, soit vers le haut, soit vers le bas. Et le plus souvent, ce genre de strabisme sont des strabismes liés à des problèmes neurologiques. C'est plus rare. C'est beaucoup plus rare. Ils sont à peu près de 10%. Il faut dire que 80% sont des strabismes convergents, 10% de strabismes divergents et 2 à 5% de strabismes verticaux. Alors, je reviens à votre question. Quelles sont les conséquences? Il faut savoir que chez l'enfant, un œil qui dévie est une source de vision double.
Donc un enfant qui est strabique voit double? Il voit double, mais il s'adapte très rapidement. D'accord. Parce qu'il y a une plasticité du cerveau. Oui. Le cerveau de l'enfant est une pâte à modeler. Et il s'adapte très facilement, contrairement à l'adulte. Oui. Un adulte qui dévie, qui louche, va avoir la vision double. Il faut absolument remédier par des techniques médicales ou chirurgicales. Mais un enfant va remédier de lui-même par adaptation à cette situation. Eh bien, comment va-t-il faire? Il a une vision qui est double parce qu'un œil a dévié. Souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a une correspondance rétinienne normale. Chaque point de la rétine A correspond à la rétine, au même point de la rétine. Mais quand il dévie, ce n'est plus le cas. Est-ce que l'œil devient feignant? Exactement. Eh bien, l'œil, le cerveau prend une gomme et il efface une petite portion de la rétine. C'est ce qu'on appelle le phénomène de neutralisation. Il fait un scotum de neutralisation pour lutter contre la vision double. Et grâce à ce petit espace qu'il l'espace, le cerveau l'efface, il fait ce qu'on appelle ce scotum de neutralisation. Grâce à ça, par enchantement, l'enfant ne voit plus double. Il lutte contre la vision double grâce à ça, mais l'œil devient feignant. En devenant feignant cet œil, est-ce qu'il ne va pas perdre cet œil justement parce qu'il devient feignant? Donc il travaille moins, donc du coup il ne travaillera plus à un moment, non? Il va avoir donc une zone très 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 fine, très performante de la rétine qui n'est plus fonctionnelle. C'est la zone centrale qu'il a neutralisée. Donc, il va voir avec une zone de la rétine qui est en dehors de la zone centrale. Nous savons que c'est la zone centrale qui est la plus pointue en matière de vision et qui nous donne les 9/10 de la vision. Mais si elle est effacée, donc l'œil va devenir feignant ou alors neutralisé et le cerveau ne va plus lui donner la place qui lui est due. Le partage cérébral ne sera plus équitable, il sera inéquitable. Et il faut absolument... Et ce problème de vision, de perte de vision ou d'œil feignant, nous l'appelons l'amblyopie. Cette amblyopie, elle peut être légère, modérée ou très, très grave. Plus elle est avancée, plus il y a de danger et moins de chances il y a de récupération de la vision. D'où la nécessité de la prise en charge précoce. L'amblyopie prend 3 à 5% des enfants, il représente un problème de santé publique. Pour moi, il s'agit d'un problème de santé publique qu'il faut absolument dépister le plus tôt possible et traiter le plus tôt possible sous peine de se retrouver avec des adolescents borgnes. Ah, carrément. Borgnes, oui, qui ne vont plus pouvoir pratiquer certaines professions. Tout ce qui concerne la conduite d'engins de transport en commun, il ne peut pas être pilote d'avion, il ne peut pas faire du maritime, il ne peut pas conduire un taxi, il ne peut pas faire des travaux de précision. Tout cela, c'est un moins pour lui. Donc il y a une atteinte sur le plan psychologique. Il y a une atteinte également du point de vue de l'estime du soi. Il y a également le risque, l'angoisse permanente de perdre l'autre œil. Voilà, le sang. Ça, c'est très important. La perte, la crainte de perdre le deuxième œil fait que ce sont des enfants, des adolescents qui vont consulter tous les 3 mois parce qu'ils vont dire « Docteur, j'ai peur de perdre l'autre œil ». C'est pour ça que la consultation doit commencer le plus tôt possible. Je tiens juste à rappeler le numéro de téléphone de l'émission. Donc, si vous voulez nous poser des questions ou tout simplement témoigner, n'hésitez pas à composer le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Aujourd'hui, on parle de la vue chez l'enfant. Mais justement, la consultation n'est pas toujours facile, surtout avec un enfant qui est en âge préverbal, l'enfant qui ne parle pas. Donc, la consultation est un petit peu compliquée. Donc, il faut préparer aussi l'enfant à la consultation, aller voir un ophtalmologiste. Et chez un ophtalmologiste, ce n'est pas comme chez un pédiatre, il y a des machines, il y a pas mal de choses. Donc, préparer l'enfant à la consultation, c'est important aussi, lui en parler, lui expliquer ce qu'il va découvrir justement dans ce cabinet. Bien sûr, en fait, c'est la prise de conscience déjà des parents pour aller consulter. Vous savez, l'enfant, comme il l'a bien dit le docteur, il est très facile en fait à gérer, ou là même à lui dire, ben voilà, on va voir les yeux.
Voilà. Il y a des machines pour voir l'intérieur des yeux, pour voir comment les yeux, est-ce qu'ils sont en bonne santé, ceci. Donc, il accepte facilement. Donc, tout dépend, en fait, les parents, comment ils prennent cette consultation. C'est ce qui est important. Si les parents prennent cette consultation comme vraiment une consultation où avec conscience dans ce qu'ils vont découvrir déjà, l'enfant va prendre ça normalement. Si les parents commencent à angoisser déjà ou là, avec la boule au ventre, exactement, ils transmettent ça automatiquement. Oui, c'est automatique. Donc, les parents d'abord, ils prennent conscience. Oui. Ils se calment. Ils gèrent. Déjà, ils se calment, voilà. Et automatiquement, l'enfant va prendre ça. Vous voyez, surtout sur les dessins animés aujourd'hui, par exemple, on parle souvent des médecins, des dentistes, des ophtalmologues, des visites. C'est très normal de voir les yeux, comment vont les yeux à l'intérieur. C'est comme voir le dentiste, voir la santé des dents, comme voir le pédiatre. Il faut aller voir la santé des yeux aussi. Exactement. Comment que ça se passe en cabinet avec un enfant qui ne parle pas? Comment savoir que ça ne va pas? Écoutez, moi je fais toujours du comparatif et je me dis qu'aujourd'hui on est plutôt gâtés. Hein. Bon, c'est vrai que moi je suis en fin de carrière, mais il y a 40 ans, on avait un bébé qui est pris dans les genoux de la maman et nous avons une lampe à côté de lui avec un miroir plan et une règle et l'enfant se débattait, on faisait du mieux qu'on pouvait pour pour mesurer l'acuité, enfin la réfraction de l'enfant. Aujourd'hui, les choses ont nettement évolué, nous avons des machines portables. Nous avons on n'oblige plus l'enfant à mettre le menton sur la mentonnière ou sur la machine. Il est dans les bras de sa maman et nous, on a un petit jouet qui est très amusant puisqu'il délivre de la musique. Et puis, il y a des dessins à l'intérieur, il y a des petites maisons. Et puis, on fait le clown avec l'enfant, hein, il faut bien dire. Hein. Moi, je fais le clown, je chante, je fais des trucs, plein de choses devant lui. Et puis, on arrive toujours à négocier avec lui pour pouvoir regarder la petite fenêtre où il y a le petit chat dans la maison. Il y a une maison, et si tu es gentil, le petit chat va montrer ses petites oreilles noires et il va les faire bouger dans tous les sens. Ah, c'est vrai, il y a un petit chat. Ben, ils sont attentifs pour regarder les petites oreilles du petit chat. Et on arrive comme ça à avoir la réfraction de l'enfant de façon objective. Et il faut savoir une chose, ça je le dis à mes collègues, c'est qu'un enfant, la mesure de l'acuité visuelle ou de la réfraction de l'enfant se fait, s'il vous plaît, avec des gouttes. On ne fait pas sans les gouttes. Il faut absolument relâcher l'accommodation de l'enfant parce qu'un enfant, il accommode énormément et on peut se retrouver devant des fausses mesures qui vont porter atteinte à la vision ultérieure de l'enfant. Donc toujours mettre Alors je dis aux mamans, ce n'est pas pour faire le fond d'œil. Ça s'appelle pas faire le fond d'œil. Ça s'appelle une cycloplégie. C'est un relâchement de l'accommodation. Ce n'est pas du tout la même chose. Le fond d'œil, c'est pour voir la rétine. Dans ce cas-là, nous relâchons les muscles de l'accommodation pour avoir la mesure totale de la puissance de l'œil et c'est fondamentalement différent. Ça doit se faire soit au cabinet avec un cycloplégique ou alors, il peut se faire à la maison. S'il y a un strabisme avéré avec un angle très important, il faut absolument mettre les gouttes à la maison pendant une semaine et revoir l'enfant pour faire la mesure. Ça, c'est important, très important. Pour les conséquences, c'est l'amblyopie. Un œil qui dévie, donc il est amblyope. Et moi, je dis aux gens, il ne faut pas attendre l'âge scolaire. Justement, souvent, on ne se rend pas compte avant. C'est au moment de l'écriture, au moment de la lecture qu'on se rend compte que finalement l'enfant ne voit pas. Parce qu'il y a un œil qui voit, un œil qui voit, un autre qui ne voit pas. Mais on ne se rend pas compte. On ne sait pas s'il y a un œil qui voit. Parce que quand on regarde avec les deux yeux, on a l'impression de bien voir. Et parfois, c'est jusqu'à l'échec scolaire. Quand on parle d'échec scolaire, c'est là où on se rend compte qu'il y a eu un problème. Vous savez que qu'on reçoit des jeunes hommes de 19 ans, 20 ans, qui viennent établir un certificat médical pour pouvoir conduire un véhicule. Voilà. Et puis on découvre chez lui qu'il a un œil qui ne voit pas du tout. Et puis c'est la bagarre, croyez-moi. Quand on lui dit, mais monsieur, votre œil droit ne voit pas. Mais pas du tout, docteur, je vois. Oui. Et c'est la bagarre pour lui faire admettre que son œil est amblyope. D'où le dépistage précoce. Moi, je dis aux mamans, prenez vos enfants chez l'infirmière qui lui fait le vaccin du 16e mois. Ou du 18 mois, je ne sais plus quel est le programme aujourd'hui. Il y a un changement dans le programme de la vaccination. Eh bien, il faut profiter de cet âge-là pour faire le dépistage de l'amblyopie. Et ce n'est pas très compliqué. Il y a un signe qu'on fait, ça s'appelle le signe de la toupie, qui consiste à faire quoi? À cacher un œil d'un enfant, puis à cacher l'autre.
Imaginez un enfant qui a un œil droit amblyopes, Si on qui lui ne voit cache- pas avec. Si on lui cache l'œil. Vous lui cachez son œil droit qui ne voit pas, ben, il ne réagit pas. Oui. Il reste toujours pas. Par contre, si vous lui cachez son œil gauche qui voit bien et l'œil droit ne voit Il pas bien, réagit. l'enfant va se débattre. Il va faire comme ça pour dégager votre main qui cache le bon œil. C'est ça qu'on appelle le signe de la toupie. Et c'est qui nous donne un aperçu, un signe indirect de l'existence d'une amblyopie chez cet enfant. Vous n'aurez pas besoin d'un ophtalmologiste pour ça. Une maman toute seule à la maison peut détecter faire une le test. amblyopie grâce à ce petit signe simplement basique, simple et à la portée de toutes les mamans pour dépister l'amblyopie. Un peu plus tard, il y a bien évidemment des dessins, ça c'est un cheval, ça c'est une voiture, ça c'est une fleur qu'on peut faire, mais on peut dépister l'amblyopie précocement. Très bien. Mais est-ce qu'on peut dépister d'autres pathologies à part le strabisme et l'amblyopie? Est-ce qu'on peut déjà avoir des signes à la maison qui nous font penser à l'astigmatisme ou à la myopie ou à autre chose? Absolument, Oui. absolument. Si vous voyez votre enfant, mais là c'est un âge un petit peu plus avancé. Hein. Là j'ai parlé du tout petit bébé là, Oui. hein, quand je viens de parler de ça, c'est le tout petit. Mais à un âge à partir de 3 ans, il y a des signes un peu plus révélateurs. Oui. C'est un enfant qui va se rapprocher des choses. Ça veut dire qu'il est myope cet enfant. C'est un enfant qui va écrire grand. C'est un enfant qui va écrire grand, qui va avoir de la lassitude à faire ses devoirs s'il est un peu plus grand. Il va se fatiguer plus vite. Il va avoir, il va dire à sa maman, non, je suis fatigué. Je suis fatigué. J'ai mal à la tête. Ou alors de la confusion de lettres. J'ouvre une toute petite parenthèse pour dire aux mamans que si elles observent l'apparition entre l'âge de 24 mois à 3 ans d'une déviation oculaire qui n'existait pas avant. Ça, c'est très important. L'enfant était tout droit, les yeux étaient parallèles, et puis au bout du 24e mois, subitement, l'œil se dévie. Ça, il faut immédiatement aller voir un ophtalmologiste parce que ça peut cacher quelque chose de très grave dans la rétine. D'accord. On ne va pas faire peur aux gens, mais il faut un examen très, de façon urgente. Parce qu'il peut se cacher quelque chose au niveau de la rétine qui vient de faire un obstacle brutalement à la vision, donc l'œil est dévié. D'accord. Ce n'est pas un problème de myopie, d'hypermétropie ou d'astigmatisme, mais ça peut être un problème de quelque chose qui se passe sur la rétine. Moi, je ne suis pas là pour faire peur aux gens, Oui. mais si de besoin conscience, est, besoin est, nous allons le dire, il y a des maladies, des tumeurs de la rétine qu'on appelle le rétinoblastome. C'est un cancer de la rétine dont le premier signe indirect, c'est une déviation inhabituelle, ou alors, je rajoute un deuxième signe, c'est l'apparition au niveau de la pupille d'un reflet blanchâtre qui est variable en fonction de la direction du regard de l'enfant. Quand vous regardez le petit enfant, vous voyez qu'à certaines positions de la vision du regard, vous voyez un reflet blanc dans la pupille Une tache noire. blanche. Oui. Ça, c'est un symptôme à prendre en considération et il faut absolument se rapprocher de l'ophtalmologiste qui va faire un examen parfait, il va dilater, il va faire le fond d'œil et il va voir s'il y a quelque chose qui se passe. Ou alors il va vous rassurer, il va vous dire non, madame, il n'y a rien, c'est juste un reflet. Bon, voilà. Donc voilà, j'ai parlé de ce détail-là parce qu'il est fondamental. C'est vrai que c'est rare, le rétinoblastome est exceptionnel. On observe un cas sur 200 000 naissances. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. C'est pas courant. Voilà, pour rassurer. Mais ça existe, il faut observer, il faut retenir ce que j'ai dit. Un enfant qui est peut-être astigmate ou myope, ou alors il a un strabisme, D'accord. est-ce que ça se guérit? Est-ce que porter des lunettes pendant 5 ans, 6 ans, un jour, il finira par enlever ses lunettes ou pas? Excellente question qu'on me pose tous les jours. Oui, les parents sont là toujours à se dire oui. D'abord, oui. on ne guérit pas du strabisme. C'est à vie. Quand le strabisme, qu'est-ce qu'il a comme conséquence? La conséquence, c'est que d'abord, il y a un phénomène esthétique. Il y a la déviation qui entraîne un phénomène esthétique. Mais il y a également une perte de quelque chose de très important. C'est la vision en 3 dimensions. La vision stéréoscopique. Le strabique perd sa vision stéréoscopique. Et on peut essayer de la récupérer, mais jamais de façon... Avec des interventions chirurgicales? Non, avec de la rééducation, avec des appareils. On essaie de rééduquer l'enfant de manière à ce qu'il... Mais c'est quasiment mission un petit peu délicate, pour ne pas dire impossible.
Donc nous avons la déviation qui entraîne un problème esthétique, perte de la vision stéréoscopique, la vision double dont j'ai parlé et qu'il compense grâce à la neutralisation et à l'amblyopie. Et enfin, ceci entraîne cela, neutralisation entraîne amblyopie. Donc si nous voulons traiter, comme vous dites, le strabisme, il y a un seul strabisme qui guérit, c'est le strabisme dont j'ai parlé au tout début, c'est le strabisme accommodatif, c'est-à-dire qu'il y a trop d'hypermétropie, trop d'accommodation. Donc on soulage l'accommodation et les yeux redeviennent droits. Eh bien, il guérit par enchantement grâce au port de lunettes. Oui. Grâce au port de lunettes, mais il ne pourra jamais se séparer de ses lunettes. Et justement, le port de lunettes n'est pas toujours évident avec les enfants. Souvent, quand on va pour acheter les lunettes et tout ça, et puis après, le fait de devoir garder les lunettes tout le temps, parce que les enfants aiment les enlever, aiment jouer et tout ça, pour eux c'est un gadget et tout ça, et déjà comment leur faire accepter qu'ils doivent porter des lunettes. C'est pas toujours évident. Est-ce qu'on doit préparer l'enfant au port des lunettes? On doit lui donner des exemples? Comment que ça se passe? En fait, tout d'abord déjà, voilà, donc le choix des lunettes se fait avec les enfants. Oui. Déjà, le choix des lunettes se fait avec l'enfant. Et comme le docteur a bien dit, la consultation en fait, chez l'ophtalmologue, en fait, ça se passe un peu avec... c'est l'ophtalmologue qui va lui annoncer ça, avec délicatesse, exactement, oui. avec délicatesse, avec voilà. Donc, on va parler, on peut montrer par exemple, comme on a bien dit, les dessins animés, voir l'enfant ce qu'il aime déjà. Donc, il aime le football, par exemple, il y a beaucoup de footballeurs qui mettent des lunettes. Qui Ou l'exemple de papy et mamie. Papy et mamie portent des lunettes, voilà. Pourquoi pas toi? Voilà, d'accord. Donc, les livres, il y a beaucoup de personnages qui portent des lunettes. Et insister en fait sur ça, c'est la différence. Chacun est différent. Donc, au lieu de prendre ça comme négatif, mais plutôt un atout, tu es différent, ça fait tout toi, ça fait ceci, ça te va bien et tous ces compliments, pardon. Donc, et petit à petit, au début pour la rééducation et tout, on peut faire un tableau par exemple, la durée déjà, et faire par exemple, tel jour, la fin de la journée, voilà, bravo à l'œil, on va parler à l'œil, l'œil a fait des efforts, excellent, ceci. Là, on va parler la prochaine fois avec notre médecin pour lui dire que notre œil a fait des efforts et tout. D'accord. Donc, parlez vraiment avec l'œil. D'accord. Ça se passe super bien, c'est un message très direct. Ah bah d'accord, très bien, bonne astuce, c'est bon à savoir. Les lunettes, justement, comment les choisir? Parce qu'on a tendance à ne pas choisir la bonne forme, parce que pour les enfants, ils se retrouvent souvent à faire ça. Absolument, voilà. absolument. Et c'est pas mauvais, c'est pas bon. Un enfant strabique doit avoir une monture adaptée. La monture, ce n'est pas un jouet, ce n'est pas une distraction, ce n'est pas un objet de luxe. Non. La monture doit pouvoir recouvrir tout l'œil. Et nous disons que pour un strabique, le mieux, c'est d'avoir une monture de forme arrondie, qui arrive jusqu'au niveau du sourcil de manière à dégager tout le champ visuel. Il faut savoir également que les lentilles portées bas font que l'axe visuel, c'est-à-dire la pupille, ne correspond pas au centre du verre qui est le plus performant en matière de vision. Il faut savoir que plus le verre a des performances optimales au centre, c'est ce qu'on appelle le centre optique, et plus on s'éloigne du centre du verre, plus il y a des aberrations optiques du verre et ce qu'on appelle un effet prismatique, c'est-à-dire la vision devient défectueuse. Et je vois des enfants porter les lunettes comme ça et regarder juste en dessous du bord supérieur de la monture. Excusez-moi, mais on ne peut pas simuler la vision de cette façon-là et on ne peut pas améliorer la vision ni booster un œil qui est déjà en phase d'amblyopie ou en phase de fainéantise, disons-le. Donc, premièrement, une monture ronde qui dégage le champ visuel, un bon centrage, une bonne dimension, que la lunette ne tombe pas à chaque fois et qu'il soit obligé de remonter à chaque fois. S'il faut prendre des élastiques et la lui tenir, il ne faut pas qu'elle soit trop serrée également, et surtout prendre des montures de qualité, de bonne qualité du point de vue matériaux pour éviter les eczémas et les dermatoses au niveau des tempes ou des oreilles ou sur le nez. Tout ça, c'est des choses, parce qu'un enfant va rejeter la monture si ça lui fait du mal. Si c'est désagréable. C'est humain, c'est désagréable. Il faudrait qu'il y ait un confort. Un confort. Il faudrait également
choisir une qualité de verre. Et il faut savoir également changer de verre autant de fois que nécessaire. Un enfant va jouer avec ses verres, il va les jeter, il va les poser sur la table, et donc ils vont se rayer. Ne laissez pas vos enfants avec des verres rayés sous prétexte que vous allez payer 2000 dinars ou 3000 dinars le verre. Attendez, il faut que le verre soit optimal du point de vue de la netteté et de la transmission des images. Ça, c'est important si on veut aider un enfant à bien voir. Après, bien évidemment, il y a le délai de prise en charge de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'amblyopie. Plus tôt nous prenons en charge l'amblyopie, plus tôt nous le guérissons et avec un entretien toute la vie. On ne guérit pas d'amblyopie, on récupère une vision, mais la prise en charge d'un enfant amblyope et d'un enfant strabique, c'est pour toute la vie parce qu'il y a toujours un risque de récidive ou de rechute. D'accord. Et cela, nous utilisons des techniques qu'on peut détailler si vous voulez par la suite. Je ne vais pas vous monopoliser la parole. Il n'y a pas de souci. Alors, nous allons passer tout d'abord aux questions des internautes. Nous avons reçu pas mal de questions. Donc, la première question que je vous pose, c'est voilà, mon mari est myope et astigmate. Et à quel âge doit-on consulter pour mon bébé ? C'est héréditaire. On a dit que les problèmes de vue étaient héréditaires. Absolument. Donc, si le mari est déjà myope et astigmate, à quel âge doit-on consulter pour le bébé ? Dès la naissance, attendre les 9 mois ? Comment que ça se passe ? Ben, écoutez, le plus tôt serait le mieux. Il faut savoir que moi, je conseille aux mamans de consulter dès qu'il y a quelque chose qui leur paraît anormal. Si rien ne leur paraît anormal. Il n'y a pas de fatalité à ce qu'on laisse évoluer une myopie jusqu'à l'âge de 12 mois ou de 18 mois. Ça ne va pas le tuer parce que l'enfant, la myopie, c'est le besoin de voir de loin. Or, un enfant commence déjà à voir ce qui est autour de lui. C'est-à-dire que la vision de l'enfant commence d'abord par autour de lui, c'est-à-dire ce qui l'entoure dans les 50 cm à 1 mètre, pour ensuite, après le début de la marche, à regarder au plus loin. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de mal à le laisser avec une myopie jusqu'à l'âge de 1 an ou 18 mois. Il n'y aura pas fatalité et contrairement aux idées reçues, il n'y aura pas d'aggravation. Oui. Il n'y aura pas d'aggravation. Les aggravations vont se produire si on les met dans des conditions particulières dont on va parler par la suite. Je laisse me poser la question par la suite. Donc, moi, je dirais à partir de 1 an jusqu'à 18 mois, et s'il y a des symptômes ou des signes anormaux, par exemple déviation oculaire, en divergence ou en convergence, là, il faut consulter rapidement. Alors, mon bébé aime jouer avec des jouets lumineux. Est-ce que c'est mauvais pour ses yeux ? Oui, je dis que c'est mauvais pour ses yeux. La Société américaine de pédiatrie recommande de ne pas s'exposer. Là, je vais un petit peu m'étaler. On va revenir tout à l'heure sur les écrans. Sur les écrans. Bon, la lumière. Mais la lumière des mais jeux. au jour d'aujourd'hui, les lumières sont toutes des lumières LED. Oui. Et les lumières LED sont nocives pour les yeux parce qu'elles dégagent de la lumière bleue. Donc, évitez tous les jouets tous les jouets lumineux. Lumineux, c'est pas bon. Maintenant, si la lumière n'est pas intense, on peut lui permettre. C'est beaucoup mieux qu'un écran, en tout cas. Un jouet est toléré et tolérable par rapport à un jouet qui dégage beaucoup de lumière intense, de lumière LED. Mais si c'est une lumière qui est tamisée, il n'y a pas d'inconvénient à le laisser jouer avec ça. Prochaine question, les lunettes de soleil pour bébé, c'est bien ou c'est juste pour le fun ? Absolument pas pour le fun. Et là, je déplore l'attitude des parents que je vois au niveau des plages et qui se pavanent avec de belles lunettes de marque pour se protéger les yeux, pendant que leur petit est en train de jouer dans le sable sans protection au niveau. Moi, je dirais, messieurs, dames, je préfère que ce soit votre enfant qui soit protégé plutôt que vous, parce que vous avez un filtre de protection qui s'appelle l'iris et qui, à un âge adulte, est plutôt foncé. Vous avez les paupières qui vont se fermer et qui vont faire le système de la fente pour protéger de l'intensité des ultraviolets, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Par contre, votre enfant est en pleine période de croissance et de maturation de ses organes, et en particulier de la rétine et du cristallin. Donc, de grâce, protégez-le avec des verres adaptés munis d'un filtre anti-UV. Très bien. Alors, nous allons passer à la rubrique de Wahida. Et après, si on a le temps, on reviendra sur les questions. Tout de suite, Wisher. Wahida. Donc
Aujourd'hui, je vais vous parler des nombreux outils technologiques qui existent pour les personnes non-voyantes et aveugles, parce que souvent on se demande comment cette personne s'en sort parce qu'elle ne voit pas bien ou ne voit pas du tout, comment elle vit au quotidien. J'ai commencé par les lecteurs d'écran. Donc, c'est des programmes informatiques qui permettent aux personnes aveugles ou non-voyantes d'accéder à du contenu numérique, c'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser l'ordinateur de tout normalement du monde s'ils ont un lecteur d'écran adapté à leurs besoins. Il y a aussi deuxième outil ou objet, c'est les loupes électroniques. Donc, ce n'est pas les loupes qu'on a l'habitude de voir, qu'on utilise chez nous, c'est des loupes électroniques qu'on peut mettre, que ce soit sur l'écran, on les place directement sur l'écran, ou ça existe aussi en application. On télécharge sur l'ordinateur ou bien sur son smartphone et on peut agrandir l'image ou l'écriture. Et parfois même, elle peut transformer la loupe, elle peut transformer l'écriture en alphabet qu'on utilise nous au quotidien en braille. D'accord. Il y a aussi un outil que nous croisons souvent dans la rue, c'est les cannes. Oui. Donc il y a des cannes classiques, il y a aussi des cannes blanches. Oui. C'est quoi les cannes blanches? C'est qu'avec des petites lumières tout au bout qui dictent et qui informent l'utilisateur de certains dangers. Ça dépend des réglages. Il y a ceux qui se mettent à alarmer ou à sonner, et il y a d'autres qui se mettent à vibrer. Par exemple, s'il y a une marche, donc au lieu de la louper, elle va se mettre à vibrer ou bien donc on comprend qu'il y a un obstacle. Exactement. Donc la personne non-voyante, elle va faire très attention. Il y a aussi un animal de compagnie que nous tous en avons, c'est les chiens. Les chiens guides. Voilà. Oui. Personnellement, je n'ai pas encore croisé ici une personne avec un chien guide. Donc, souvent, ce sont des animaux formés. Et on sait très bien qu'il y a des centres de formation ici en Algérie. On peut toujours avoir un chien avec soi qui nous fait balader, qui nous emmène par exemple de notre lieu de vie à notre travail, à faire des courses et tout. Donc c'est très pratique d'avoir un chien guide. Il y a aussi les applications mobiles. Vous avez déjà vu ou croisé des personnes non-voyantes ou aveugles qui utilisent des smartphones, et quand on ne les connaît pas très bien, on se dit finalement, et sachez, monsieur, dame, qu'il y a des applications très pratiques qu'on peut télécharger sur les smartphones. C'est des applications pour faire de la lecture, des applications pour appeler des personnes. Et vous avez remarqué, même sur certaines touches, enfin, il y a des téléphones spécifiés pour les personnes non-voyantes avec des touches qu'on pourra toucher. Et vous avez remarqué sur le numéro 5, il y a toujours un petit point. Voilà. C'est pour faire le petit repère tout au Sur les PC aussi, il y a, sur certaines lettres, il y a une petite boule comme ça. Exactement. Maintenant, il y a même des ordinateurs avec un clavier spécifié pour les personnes aveugles. Il y a aussi des logiciels de synthèse vocale, c'est-à-dire que j'installe mon logiciel et je me mets à parler. Et dès que je parle, je pourrai avoir toutes les recherches que je vais chercher ou bien toutes les informations dont j'ai besoin. Il y a aussi les montres parlantes. Comment ça marche? Voilà, c'est une montre où avec un petit bouton, je clique, elle me dit « il est telle heure, il est telle heure ». Ça m'a tellement marqué cette montre parce qu'en étant petite, j'ai ma cousine qui est non-voyante, que je salue d'ailleurs, doit certainement nous regarder. Chaque matin, très tôt le matin, elle touchait sa montre pour voir l'heure. Et moi, je disais, il m'arrête ta montre. Mais en fait, c'est très pratique et c'est facile à utiliser. Bah oui. Voilà, et à utiliser. Il y a les systèmes. En fait, vous avez parlé tout à l'heure, docteur, des personnes malvoyantes pour la conduite, c'est dangereux et qu'il vaut mieux prendre ses précautions. Il y a des systèmes informatisés pour l'assistance à la conduite. Donc, c'est soit des logiciels parlants qu'on installe au tableau de bord de la voiture qui assistent le conducteur. Je parle bien des personnes malvoyantes. Donc, ces logiciels, ils vont indiquer à la personne qu'est-ce qu'elle doit faire, à quel moment elle doit s'arrêter. Elle l'avertit quand il y a une personne qui traverse ou un véhicule qui dépasse, un obstacle. Donc, ils assistent vraiment le conducteur pour plus de sécurité. Il y a aussi les logiciels de reconnaissance d'image. Oui. Souvent, les personnes non-voyantes ou aveugles, quand on leur donne quelque chose, peut-être au toucher, ils ne reconnaissent pas parce que, vous avez vu, souvent, on est face à des objets qu'on ne connaît pas spécialement. Donc, il y a des logiciels où ils font passer leur smartphone, souvent parce qu'on est tous branchés avec nos smartphones, et il fait passer, et le smartphone va dire, par exemple, il s'agit d'une tasse, il s'agit, je ne sais pas, d'une assiette ou autre objet. Donc ça, c'est très pratique. Et bien sûr, il y a plusieurs autres applications ou outils qu'on peut retrouver adaptés à chaque besoin. Donc voilà, après, chaque personne peut télécharger ou acheter ou aller dans des bibliothèques ici en Algérie pour télécharger les applications. Parce que souvent, on se dit,
où est-ce que je vais les avoir? Sachez qu'il y a des associations, des endroits où même chez certains médecins où on peut télécharger ces applications. En préparant la rubrique, j'étais en train de me dire qu'est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'il y a... Quand une personne, elle est non-voyante, quand elle va faire ses courses, comment ça va se passer et tout. Comment faire la différence entre les produits? Quand il y a deux bocaux et l'un il y a des olives, l'autre il y a des cornichons, comment savoir que c'est des olives ou des cornichons par exemple? Voilà. Exactement. Donc je me dis, il y a certaines solutions qu'on peut vraiment adapter, qu'on est déjà en train d'adapter dans notre quotidien. Prenons l'exemple des nouveaux stades algériens. Donc, vous avez vu qu'il y a un petit coin, le coin pour les personnes non-voyantes. C'est des coins où la personne peut aller assister au match avec des écouteurs. Elle va écouter le commentateur du match et en même temps vivre l'ambiance du stade. Ça, c'est extraordinaire. Il y a aussi une autre avancée, c'est concernant les médicaments. Vous avez remarqué que sur certains médicaments, c'est écrit en braille pour que les personnes non-voyantes, elles peuvent identifier son médicament. D'ailleurs, ça serait vraiment génial parce que hier, moi et Mounia, on était en train de vérifier les médicaments que nous avions chez nous. Malheureusement, ce n'est pas tous les médicaments qui se sont mis au braille. Ça serait bien, oui, ça serait une avancée, ce serait beaucoup plus simple pour... Il y a aussi les étiquettes en braille concernant les courses. Donc, vous avez vu, souvent dans les étalages, il y a plusieurs emballages qui se ressemblent. Donc, une personne non-voyante ou malvoyante, elle va avoir du mal à faire ses courses. Par contre, si on va se mettre à écrire avec en braille et mettre par exemple tel aliment, ça c'est la tomate en conserve, confiture, ça va lui faciliter les courses et les tâches. Voilà. Ça serait vraiment sympa d'avoir ça un jour en Algérie. Inch'Allah. Merci Wahida. Alors on n'aura pas le temps de finir, mais juste le temps de donner des derniers conseils aux parents par rapport aux écrans. Docteur, éviter les écrans, c'est mauvais pour les yeux. Les écrans, c'est mauvais pour les yeux, bien évidemment. La Société américaine de pédiatrie nous donne des recommandations où elle interdit l'usage des écrans, tout écran confondu, avant l'âge de 3 ans. Et on peut permettre 1 heure de télévision à partir de 3 ans à nos enfants. Télévision et non pas smartphone. Non pas smartphone. À cause de tous les dégâts que ça occasionne et peut-être que ça fera l'objet d'une autre entrevue entre vous et moi. Mais bon, il y a tellement de choses à dire sur les écrans. Oui. Mais en gros, la lumière bleue, c'est le danger principal des écrans et par effet de cumulation et à long terme, elle est considérée comme une des causes essentielles associées aux ultraviolets d'apparition de ce que nous appelons la dégénérescence maculaire liée à l'âge, par effet de cumulation. Voilà, donc sachez qu'il y a quand même un danger avec l'utilisation des écrans, en plus d'autres dangers, à savoir les insomnies par inhibition de mélatonine, l'agressivité, le repli sur soi, la sédentarité, les problèmes de déformation du rachis vertébral avec des scolioses, l'apparition de diabète induit par sédentarité, toutes ces choses-là, de la sécheresse oculaire par hyperévaporation de larmes avec larmoiement, rougeur, picotement, sensation de grains de sable. Il est même incriminé, les lumières sont incriminées dans l'apparition, voire le déclenchement de cataractes. Toutes ces choses-là, ce sont les écrans. Oui. Et croyez-moi, il vaut mieux s'en passer. Et lire des livres ou alors donner à des enfants des jouets, des choses sortir jouer à l'extérieur au lieu de rester bloqué face aux écrans. Bien sûr. Madame Khalfi, oui, un dernier conseil. Si on parle d'hérédité justement, vous voyez, parfois il y a beaucoup de parents qui ont vécu des expériences négatives avec des lunettes. Oui. Donc la peur des parents ou là pour protéger leur enfant, il y a un déni. Carrément un déni, si on ne va pas carrément chez l'ophtalmologue, ou bien on refuse que notre enfant porte des lunettes, exactement. Donc voilà, il ne faut pas... Si j'ai vécu des expériences qui ont été négatives ou qui ne m'ont pas facilité, ce n'est pas forcément que mon enfant va vivre la même chose. Donc plutôt faciliter à l'enfant, plutôt être... Dépasser dépasser cette phobie, je ne veux pas dire trauma, mais dépasser ce vécu. Et l'enfant ne va pas vivre forcément la même chose. Merci en tout cas à vous pour toutes vos interventions, vos informations. Docteur Abdelkader Messadi, vous êtes ophtalmologiste. Merci encore une fois. Merci à vous pour votre invitation. Madame Nesrine Khalfi, vous êtes psychologue. Merci pour votre intervention. Merci à vous pour votre invitation. Wahida, on se donne rendez-vous demain, 10h30, même chaîne, même heure. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vous et consultez chez l'ophtalmologue comme vous irez consulter chez un généraliste ou pour autre chose. Il faut quand même surveiller la santé de ses yeux. Bonne journée et à demain, 10h30 sur Canal Algérie.